Est-ce qu'il y en a parmi vous? Pascal, ça va, je vais aller vers lui. Oui. Bonsoir, j'ai une question pour Pierre. Voilà, moi je m'intéresse à un projet qui s'appelle Today in Liège, qui fait de la formation et de l'agenda sur Liège. Est-ce qu'il y a moyen de monter sur votre plateforme et comment ça se passe? Alors c'est une bonne question parce que j'ai dit qu'on intégrait des informations. Alors il faut savoir que pour ce tout type d'informations, si elles sont open data, si vous avez un flux RSS, on intègre ça et gratuitement quand ça prend moins d'une demi-journée de travail, on va dire. Si c'est au-delà, on doit payer les gens, donc on facture. Mais sinon, non, on a toutes sortes de types d'informations, que ce soit des fichiers de poubelle, que ce soit des fichiers d'actualité locale, d'événements, où on a des standards. Et si l'acteur local respecte ces standards, c'est très simple à intégrer. Donc Today in Liège, moi je serais intéressé aussi de l'avoir sous Wallonie en poche. Si le standard est là, on l'intègre, donc on en discute. Je vais peut-être rebondir, je ne sais pas si... Parce que j'avais une question sur l'open data. Peut-être que ça vaudrait la peine d'expliquer au public ce qu'est le concept de l'open data. Et du coup, moi, j'aurais peut-être une question derrière, parce que je pense que vous, c'est principalement ça que vous utilisez comme données. Du coup, quel est le niveau d'adhésion au niveau des communes, principalement? Et peut-être quelle résistance est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un concept bien intégré? Parce que est-ce que c'est considéré comme de la privatisation d'open data ou non? Comment le débat il se passe à ce niveau-là avec les pouvoirs publics? C'est une bonne question. Définir l'open data, c'est à la fois simple et compliqué. La donnée ouverte, c'est simplement distribuer une donnée à tout un chacun qui l'utilise correctement. Donc, je crois que ça existait de tout temps, la consultation citoyenne, mais ici, avec les technologies, si on met à disposition une donnée, on peut l'utiliser. Pour répondre à est-ce que l'open data est bien utilisé dans un cadre légal, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des excès? Je pense qu'il ne faut pas confondre la fonctionnalité, l'utilisation de l'open data et l'open data en elle-même. Je pense qu'on peut apporter de la valeur ajoutée à l'utilisation d'une open data. Je vais donner un cas concret, le service poubelle que je vous ai montré, les datas en elles-mêmes ne valent pas grand-chose. Et je pense que c'est bien de distribuer ces données à tout le monde. Après, ce qui a de la valeur, c'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on peut bien la mettre en forme? Est-ce qu'on peut greffer des fonctionnalités intéressantes pour l'utilisateur? Si on apporte une valeur ajoutée, je pense qu'après, cette donnée, elle peut être privatisée et vendue. Mais la fonctionnalité utilisée à la donnée, elle peut être vendue, pas la donnée en elle-même. Voilà. Et dernière question par rapport à... Comment les communes, elles gèrent comment elles gèrent ça, en fait? Comment est-ce qu'elles gèrent l'open data? Ouais. Est-ce qu'il y a un niveau de résistance? Je pensais notamment pour la mobilité. On sait que c'est super important que les transporteurs mettent leurs données à disposition pour que des plateformes comme les vôtres puissent s'en saisir. Mais on sait que tout le monde n'est pas... Je pense que ça dépend vraiment du niveau de maturité des communes aussi. Nous, on en connaît beaucoup. Il y a des communes de 2500 habitants, comme des communes comme Liège, qui ont évidemment un autre niveau de gestion, simplement. Ce qui fait peur dans les petites communes, parfois, c'est simplement le travail pour mettre en open data les données. Parfois, on ne parle pas de fichiers Excel, on parle de papier. Donc, il faut retranscrire déjà des données physiques en données numériques. Et on en est où par rapport à ça en Wallonie, peut-être aussi, du coup, à l'autre... Oui, d'autres personnes en parleront mieux que moi. Vous aussi, finalement, vous utilisez ce genre de données ou pas du tout? On se demandait avec ma collègue, qui va encoder dans Willway, par exemple? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que c'est le citoyen? Est-ce que c'est l'associé? Est-ce que c'est vous? Donc les données sont encodées par l'administration communale. Donc c'est eux qui ont leur projet, qui sont gérés, qui structurent le projet par étapes, etc. Donc c'est l'administration qui fait le travail d'encoder, qui est vite contrebalancé par l'avantage d'avoir une vue claire sur leur projet, etc. Donc les données viennent de l'administration communale. Et alors évidemment, au mieux, on pourra faciliter ce travail d'encodage, comme disait Pierre, par l'import de données qui existent déjà, etc. Ce sera un plus, mais pour l'instant, c'est vraiment de la part des administrations communales. Pour que l'information qui est communiquée aussi vers les citoyens soit la plus fiable possible, venant de la source elle-même. Et du coup, de bon niveau d'adhésion aussi, de la part, je pense peut-être à l'administration, parce que c'est quand même ça doit être un sacré changement pour toutes les administrations de se mettre à ces technologies. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une adhésion, une résistance? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Encore une fois, ça dépend de la ville ou de la commune, donc c'est vraiment une question de personne au début.
Il y a une réticence, point de vue organisationnellement parlant. Ça demande une certaine gestion de projet, une certaine rigueur, une structure. Donc ça peut faire peur au début. Puis il y a l'aspect aussi où on doit encoder des données, ça va prendre du temps, etc. Un problème qu'on rencontre aussi beaucoup, c'est la diversification des outils numériques. Donc les communes et les villes sont déjà bien fournies en termes d'outils numériques. Donc c'est pouvoir convaincre, faire des partenariats, des liens avec d'autres logiciels pour éviter encore une fois le double encodage, etc. Donc il y a beaucoup de barrières, mais fort heureusement, elles se lèvent très rapidement une fois que les utilisateurs utilisent le logiciel et voient vraiment la valeur ajoutée qu'il y a en termes de gestion de projet, du suivi et après la communication vers les citoyens. Donc il y a un travail à faire, ça prendra un peu de temps, mais on est convaincu qu'avec nos communes partenaires qui font aussi ce travail vont permettre d'évangéliser un peu cette bonne utilisation. Alors, Aurélie, oui, je vais me permettre de te couper 30 secondes parce que j'aurais peut-être aimé avoir l'avis de Jean-Christophe Peterken par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est dans sa sphère de compétences, mais la multiplication des solutions informatiques. Puis d'une part, l'autre problème, c'est que les communes doivent passer par un marché public, évidemment, pour ce genre de choses. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ces différents points ? Mais c'est vrai, nous sommes à nouveau à l'intersection de divers éléments qui peuvent apparaître contradictoires. D'abord, il faut le répéter, il y a le respect de la protection et la protection de la vie privée. C'est un élément. Si le pouvoir public commence à divulguer des informations qui sont identifiables dans le chef de chacun d'entre nous, ça pose évidemment un problème énorme. Mais il faut quand même le rappeler comme point de départ. Mais nous sommes nous-mêmes soumis à la fois à des obligations de transparence, et c'est fort bien, énormes, et en même temps, nous sommes soumis au respect de la vie privée. Donc il faut que nous trouvions ce chemin ténu pour respecter deux exigences qui sont valables l'une comme l'autre. Deux, l'open data, à nouveau, on parle plutôt de l'outil qui facilite la chose. Et là, on a parlé d'évangélisation, je ne reprendrai pas ces termes-là, mais je dirais plutôt qu'il y a un état d'esprit. Il faut créer un état d'esprit. Et au niveau liégeois, je crois que notamment l'opération Réinventons Liège a créé cet état d'esprit, puisque nous avons retenu dans les 77 actions prioritaires la création d'une plateforme open data. En fait, nous faisions déjà de l'open data pratiquement sans le savoir. Enfin, on le savait, mais on ne s'en revendiquait pas. Vous savez, sur le site de la ville de Liège, vous avez un tableau de bord stratégique et vous avez des tas de données qui peuvent être tout à fait utiles, notamment le coefficient de vieillissement. Je veux dire, par exemple, ceux qui veulent investir et localiser les maisons de repos, c'est intéressant de savoir où les personnes plus âgées se situent. Bon, voilà, c'est un exemple. Ça, on peut déjà le trouver. Bon. Ce qu'on va faire, c'est systématiser pour rendre accessible et être à l'écoute de ceux qui vont utiliser les données. Et c'est là qu'il faudra voir si on va permettre de créer un écosystème qui soit favorable à la vie en ville et aux projets collectifs en ville, ça c'est bien, ou si on va vers une espèce d'instrumentalisation des données à des fins mercantiles et commerciales. Et c'est à nouveau le chemin qu'il faudra trouver et trouver les équilibres voulus dans le type de données qui vont être mis à disposition. Mais la plateforme Open Data, elle est en route pour la ville de Liège. J'ai une réaction ici à l'arrière. Bonjour. Je m'adresse au premier intervenant pour le féliciter déjà de son initiative, parce que je ne connaissais pas. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que fait Eurostat, c'est-à-dire demander l'avis aux gens. Eurostat qui produit tous les 3 ans, je crois, un rapport sur les villes, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très passionnant. Et déjà, je veux vous féliciter, mais surtout les résultats de ces études, elles sont très intéressantes parce qu'elles demandent l'avis des citoyens. Et à partir de là, on peut établir une politique. Et l'avis des citoyens, là, dans la dernière étude de Eurostat qui date de 2014 ou 2015, c'est que les Liégeois, en fait, le premier problème auquel sont confrontés les Liégeois, c'est le bruit. Et c'est dingue de se dire ça parce que ces rapports qui sont établis tous les 3 ans ne sont lus par personne, en fait. Et si on les lit, on voit tous les problèmes auxquels sont confrontés les Liégeois et on peut déterminer une politique, on peut orienter des politiques, comme pacifier la ville, par exemple. C'est un mot que j'entends beaucoup cette année et l'année passée. Il y avait déjà ce mot-là dans les rapports d'Eurostat, en fait. Et je ne sais pas si vous travaillez avec Eurostat, parce que ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, non ? J'ai pas pris la peine d'expliquer les différents projets sur lesquels on travaillait.
Ça aurait peut-être été intéressant, mais je crois que ça aurait été beaucoup trop long. Mais on fait beaucoup, effectivement, oui, d'évaluation de politique publique. On travaille pour le moment avec Actiris pour faire l'évaluation du guichet antidiscrimination, par exemple. On fait aussi un travail sur la formation des urgentistes dans les entreprises Céveso, donc pour voir dans quelle mesure on peut améliorer leur formation. Et donc on utilise tout le temps notre outil pour vraiment sur des problèmes ciblés. Ça peut être effectivement les normes de bruit, mais ce sont des exemples très vastes pour faire des questionnaires qui sont itérés jusqu'à arriver vraiment à des visions communes et alors à construire vraiment une synthèse qui permet alors aux politiques d'améliorer sa politique publique, quoi. Une autre question ici. Bonjour, moi je m'appelle Mickaël, je travaille en ergonomie d'interface et je voulais poser une question à Monsieur Peterken. Quand on parle de participation citoyenne, on est évidemment intéressé à ce que tout le monde participe, donc toute la population. Et votre graphe me semblait un peu étonnant par rapport à la pyramide d'âge. Comment elle se compare par rapport à la population de Liège? Pour voir est-ce qu'il y a finalement une surreprésentation des jeunes par rapport aux personnes plus âgées. Donc c'est la première question. Et deuxième question, donc est-ce qu'il y a vraiment une fracture numérique ou c'est plutôt une fracture ergonomique dans le sens où peut-être les interfaces ne sont pas adaptées aux personnes plus âgées? Et comment est-ce que vous l'évaluez ça? Merci. Alors, j'ai envie de dire évidemment que le graphique n'était pas représentatif de la population liégeoise. Donc il y avait une surreprésentation des jeunes. Mais je dis toujours que la participation citoyenne, ça n'est pas une photographie exacte, ce n'est pas un sondage d'opinion. C'est la prise en main par les citoyens de problématiques qu'ils vivent pour apporter leur éclairage dans la définition des politiques publiques. Et on sait que de toute façon, ce sera imparfait. Et qu'il n'y a pas un modèle qui est bon. Dans une réunion de quartier, parce qu'il faut quand même revenir à la base, les réunions de quartier, je veux dire, le bourgmestre, les échevins, avec les membres de l'administration, la police, etc., il y en a tout le temps et en permanence. Il y a quelques-uns qui parfois monopolisent la parole. Ce n'est pas juste non plus par rapport à tous ceux qui voudraient parler, mais vous connaissez le phénomène, système de masse. Donc il n'y a pas de modèle. Ce que je crois, c'est la multiplication des canaux qui doivent permettre de donner des grandes tendances. Et que si nous avons choisi l'option de cette plateforme, c'est vraiment à dessein, parce que nous avions le sentiment, c'est pas rien qu'un sentiment, c'est qu'au contraire, dans toutes les formes de participation citoyenne et de contact avec les citoyens, les jeunes étaient plutôt absents. Et donc c'est une discrimination positive ici. On pressentait que ça allait être le cas, et les résultats l'ont confirmé. Mais ça n'exclut évidemment en rien personne. Deux, il y a de multiples autres canaux qui sont utilisés. Je vous reprends les réunions de quartier, peut-être plus classiques, habituelles, qui sont peut-être depuis des décennies, mais qui continuent à rester une prise de pouls incontestable. Les comités de quartier qui sont institutionnalisés et qui, au quotidien, font remonter toute une série de choses. Bref, les réunions dans le cadre des procédures urbanistiques. Je ne vais pas décliner la multiple source d'informations que le pouvoir public Ville de Liège a, mais il nous semblait intéressant de vérifier comment on allait se comporter à l'égard de cet élément digital. Mais je dois bien vous avouer que nous avons déjà tiré un enseignement, c'est que nous devrons à l'avenir, je dirais à côté de la plateforme digitale, renforcer les modes de consultation classiques. Très sincèrement. Et c'est pour ça que je dis que nous ne pouvions pas. Mais ici, nous l'avons testé, nous avons voulu voir comment ça réagissait. Mais je dis, la participation citoyenne, c'est jamais un sondage d'opinion. Donc il y a toujours des formes de subjectivité par rapport au public qui reviennent. Quant au sondage, évidemment, on sait aussi qu'ils peuvent se tromper. Donc voilà, tout est imparfait. Ce qui compte, c'est la multiplication des canaux, je crois. Moi, j'ai une question pour Messidel. Au niveau wallon, le Parlement a lancé une initiative qui s'appelle Faisons la loi et qui permet aux citoyens de participer à la création de décrets. Et je voulais savoir si Messidel était un outil qui serait envisageable d'utiliser pour créer une loi, un règlement communal. Oui.
Oui, effectivement. Donc on a déjà utilisé Mesidel, donc l'utilisation de l'outil et avec les itérations possibles, non pas pour créer des lois, mais on a déjà utilisé pour créer des articles scientifiques, donc des auteurs scientifiques qui viennent de tous les pays et qui doivent de manière rigoureuse argumenter pour arriver vraiment à quelque chose qui fait consensus. Ça, on l'a déjà fait. On l'a jamais fait pour des lois, mais finalement, c'est le même genre de processus, quoi. Avant de te passer la parole, Olivier, moi j'ai une question qui me vient à la fois pour Aubry et pour Pierre. Une des problématiques dans les communes, notamment, c'est le personnel. On sait que les grandes communes, forcément, ont plus de personnel disponible pour gérer vos systèmes que les communes rurales qui, elles, ont forcément un cadre plus limité. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une partie de communes dont vous savez pertinemment bien qu'elles n'embarqueront jamais dans vos systèmes? Pierre, pour commencer. Il y a plusieurs choses. On facilite de plusieurs manières. D'abord, l'application fédératrice Wallonie en poche diminue quand même les coûts. Et la facilité d'acquisition d'un citoyen. Donc une petite commune qui n'a pas forcément un gros budget de com, si elle peut activer le système avec une commune voisine ou une commune un peu plus loin. Donc le principe d'application fédératrice, c'est justement pour que les communes rurales puissent se soutenir entre elles. C'est une chose. Et puis l'autre chose, et je reviens aussi sur l'open data, c'est qu'il y a des règles de bonne conduite en matière d'interopérabilité qui naît de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des solutions techniques partenaires d'une ville coopèrent entre elles pour se partager des informations et pour notamment faciliter l'encodage. Moi, je vais prendre notre exemple. On travaille avec Imio. Imio, qui est une société qui fait des sites web pour plus de 150 communes en Wallonie. Les employés communaux, ça leur prend déjà pas mal de temps d'encoder des événements et d'encoder des actus. On ne va pas leur demander de réencoder sur Wallonie en poche. Donc, petit exemple, mais là, on reprend automatiquement toutes ces informations-là. Et puis des données plus compliquées. Est-ce que vous passez un accord directement avec les villes aussi, ou bien c'est simplement le fait que, comme les villes ont un contrat avec Non, on Imio, essaye. Dans notre proposition commerciale, on mentionne tous les partenariats qui sont effectifs. Mais notre message aussi, c'est que les villes n'ont pas à se soucier de ça. C'est nous qui faisons le travail derrière. Oui, clairement. Donc c'est un incitant dans la mesure où on diminue le travail d'encodage. Et puis, je pense que l'interopérabilité est super important. Je pense que si les startups, mais aussi d'autres tailles d'entreprises, ne communiquent pas entre elles leurs données, ça devient vraiment compliqué pour tout le monde. Aubry, tu as une réaction? Vous pouvez juste répéter votre question, s'il vous plaît. Mais je vous demandais juste vos positions par rapport aux plus petites communes, qui forcément, le cadre d'une commune, ça dépend du nombre de sa population. Une commune de 10 000 habitants a moins de personnel disponible pour gérer vos solutions informatiques. Comment est-ce que vous positionnez par rapport aux communes rurales? Est-ce qu'il y a une barrière que vous avez décidé de ne pas franchir parce que forcément ça ne rentrerait pas? On a un partenariat avec Palisol qui fait 4 000, 5 000 habitants. Donc on n'a vraiment aucune barrière et on veut que l'outil soit le plus flexible et adapté possible, aussi bien pour une plus petite commune, genre je prends l'exemple de Palisol, ou pourquoi pas demain comme la ville de Liège. Donc on rend l'outil le plus flexible possible en fonction des besoins de la commune. Et je crois que votre question aussi, c'était si jamais le temps que ça allait prendre pour l'utilisation. Donc c'est justement ce qu'on est en train de démontrer pour l'instant, c'est que planifier un projet, ça prend du temps, mais c'est du temps nécessaire. Une fois que le projet est planifié, ce qu'on dit souvent, c'est un projet planifié est à moitié réalisé. Donc oui, ça prend un peu plus de temps de planifier son projet bien correctement, mais après, il suffit plus que de le dérouler, de le laisser vivre proactivement grâce à l'outil numérique qu'on apporte. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps au début, mais après, c'est clairement gagné par la suite. Tant qu'il a le micro, je vais peut-être juste poser aussi une question. Je me demandais pourquoi c'est unilatéral la communication dans Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore pensé à l'application? Mais je me disais, vous communiquez des élus vers le public, mais le public peut-il communiquer avec les élus par l'intermédiaire de la plateforme? Je vous vois l'un à côté de l'autre et du coup je me dis, tiens, pourquoi la fonctionnalité elle n'est pas d'office dans l'application. Est-ce que c'est une volonté peut-être? Non, pas du tout. C'est une question de timing. Et donc en fait, si vous allez sur notre page d'accueil, on explique une PR 3 coups, donc gestion, participation, communication, participation. Et le participation est soon, bientôt. Okay. Donc c'est une volonté, c'est une question de roadmap et de timing justement. Voilà, pour rebondir sur une question qui m'a intéressé au bout de la salle avec monsieur qui parlait d'Eurostat.
Moi, je me lance en politique cette année au communal parce que j'en avais assez sur ma commune, qui est Chaudfontaine, qu'il n'y ait pas suffisamment de démocratie participative. On ne demande pas suffisamment aux gens, on élit des gens qu'on estime compétents, puis après, pendant 6 ans, il se passe des choses, on ne sait pas très bien pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. On ne demande plus l'avis aux personnes. Donc, je trouve qu'on manquait aujourd'hui un tout petit peu le point, justement, de comment... Moi, j'ai quand même retenu Citizen Lab, monsieur chez Medicel, parce que je pense que c'est pour ça que les gens ne s'intéressent plus à la politique. On vote et puis on vous jette de la poudre aux yeux avant les élections, on promet tout et rien, et puis voilà, on s'étonne que les gens, après, il y a plus de votes blancs, ne s'intéressent plus. Donc je suis quand même intéressé par la ville de Liège aussi, qui a imaginé réinventonsliège.be, donc je trouvais ça aussi assez intéressant. Et voilà, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire et que si on veut réintéresser les gens, c'est réimpliquer dans la politique, parce qu'il y a beaucoup de projets sur ma commune qui sont lancés et qui n'ont jamais été demandés, des projets qui sont demandés qui ne sont pas lancés, ou des projets qui sont lancés, qui sont mal réalisés, parce que, un peu comme on disait avec Wikipédia, Wikipédia c'est l'intelligence collective, je pense qu'il y a beaucoup plus, si on veut lancer quelque chose, en demandant aux gens comment le faire, parfois, tout le monde n'est pas compétent, mais pour les travaux, par exemple, dans un village, on fait 3 rues à la fois, c'est pas possible. Quand je vais dire, n'importe quelle personne dans le village aurait pu dire qu'il ne fallait pas faire des choses comme ça, mais c'est fait, quoi. Vous vous relevez le matin et puis c'est fermé partout, quoi. On ne sait pas pourquoi. On est sur le coup. Une question, Samuel. Oui. Alors, moi, c'est une question, gardez le micro. Ma question, c'est à quelle phase les projets sont mis en ligne? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu quand c'est déjà le projet est bouclé, que finalement on le met sur la plateforme et que le citoyen peut suivre, alors que j'ai l'impression que c'est dans la phase de construction de projet où finalement le citoyen a envie plus de participer. Parce qu'une fois que c'est bouclé et qu'il est déjà déposé ou quoi aux caisses, c'est très difficile après pour le gars qui dépose le projet de pouvoir le modifier ou de pouvoir le repenser. Je ne sais pas si je peux répondre. Ou si ça... Donc, la question ici, donc nous, on met à disposition un outil, un logiciel avec un service, etc. Mais c'est la commune, enfin l'administration communale qui décide si oui ou non elle souhaite communiquer l'information, enfin donc le projet vers le citoyen. Donc d'une part, et alors ici, on est en phase de développement, d'évolution. Et donc, les communes partenaires avec qui on travaille pour l'instant ont pris dans leur pipe les projets qui avaient bien abouti. Pourquoi? Parce que, on arrive en période d'élection, dans le sens où, je vais rigoler, vous pensez à la propagande, mais non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est juste qu'ils ne vont pas relancer maintenant des nouveaux projets. Donc, on arrive plutôt en fin de législature, donc fin de projet, normalement, raison pour laquelle on a principalement des projets qui arrivent à la fin. Et alors évidemment, clairement, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent et utile de mettre un projet en début. On dit voilà le projet dans lequel on compte se lancer, voilà les étapes qu'on a planifiées, et alors le troisième volet que vous mentionnez, l'aspect participation, dire quid, voilà comment on l'a planifié, voilà ce qu'on va faire, etc. Qu'en pensez-vous? Et c'est là que je rejoins les acteurs qui existent déjà, qui font la participation citoyenne, monsieur en parlait aussi, dire ok, voilà ce qu'on compte mettre en place, on met création d'une crèche, voilà combien ça va coûter, voilà le temps que ça prend, etc. Est-ce que c'est justifié ou pas? Donc il y a toute cette communication, ce lien, je reviens encore avec ce triangle d'or, politique, citoyen, administration, qui va être renforcé. Et donc ici actuellement, la plupart des projets sont en fin de vie pour ces raisons-là, mais le plus pertinent, c'est que tous les projets, dès leur genèse, soient communiqués vers les citoyens. Et ça, c'est une volonté politique, moins administrative, je crois plutôt politique, qui doit jouer le jeu et qui doit faire la carte de la transparence vers le citoyen. Merci. J'ai M. Peterken qui veut répondre, mais je ne sais pas. J'ai une question maintenant à votre personne. Parce que je pensais que votre question elle était vraiment au cœur du cœur et les questions que vous venez de poser étaient vraiment très pertinentes parce que ça pose un vrai problème. C'est celui on dit on fait appel à l'intelligence collective. Mais qui dit l'intelligence collective, ça veut dire qu'il faut sortir des passions, ça veut dire qu'il faut sortir des lieux communs, ça veut dire que... Et donc, parfois, si on ne met pas un projet sur la table, il n'y a pas moyen de véritablement fédérer et de véritablement rassembler, vous voyez? Et donc, oui. C'est un vrai...
c'est un vrai problème de savoir à quel moment et à quel niveau on doit mettre en débat. Parce que si jamais on dit, allez, ok, aujourd'hui c'est page blanche et on y va, et vous voulez quoi? La sécurité? Alors là, ça va y aller. Hein. Vous allez avoir exactement ce qu'on ne veut pas. Quand je dis on ne veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas entendre les gens, évidemment, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit à ce point passionnalisé qu'on ne parvienne plus à réfléchir en commun. Et le but, c'est d'essayer de tous se tirer vers le haut pour se rassembler. Donc la question que vous êtes posée, je pense qu'elle est vraiment centrale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est à quel moment? Je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que donc, je félicite l'initiative Réinventons Liège. J'ai moi-même été voir je pense que je les ai tous regardés. Et en fait, 3 semaines, c'est un peu juste pour tous les regarder, d'abord. Et puis, je trouve que la publicité qui a été faite autour de cette initiative est pas suffisante. Vous avez l'air d'être satisfait avec 5000 personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est rien. On est combien à Liège, Grand Liège? Voilà. Alors, ça fait combien de pourcentage de personnes qui ont participé? Pour moi, l'initiative est très bien, mais je trouve qu'elle n'a pas rencontré tellement son public finalement. Alors, c'est par rapport à ça, je vais peut-être juste tempérer le propos. D'ailleurs, si vous allez voir, ceux qui ont été cités, c'était l'archétype de la participation citoyenne. Hein, c'est le développement Porto Alegre, Brésil, voilà, la participation citoyenne mise en place par le pouvoir en place au Brésil, Lula et compagnie. Alors, et quand on remarque ceux qui participaient effectivement dans ce cadre-là, alors que ça a été cité comme vraiment l'archétype, le modèle à suivre à un moment donné, l'aspiration de la démocratie participative, on voit toujours que ce sont des pourcentages relativement faibles. Nous, on avait été pêchés dans un certain nombre d'études qu'entre 1,5 et 8% de la population, c'est un succès de participation. Pourquoi? Parce que, d'abord, la participation elle doit s'installer dans le temps. Elle doit s'installer dans le temps. C'est important, on ne la décrète pas. Et je crois que c'est un état d'esprit. Et donc, ça doit plutôt se mesurer à l'aune d'une génération plutôt que projet par projet. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on ne participe pas qu'on ne s'est pas intéressé, qu'on n'a pas pris des informations, qu'il n'y a pas eu des réflexions de groupe, qu'il n'y a pas eu des réflexions de collectif et autres. Je peux vous assurer que les projets qui étaient déposés là-bas, par exemple, l'ont souvent été à l'initiative de collectifs qui organisaient des réunions, d'associations, de comités, etc. Et donc, dans les faits, un beaucoup plus grand nombre de personnes ont été contactées. Je vous apporte ça comme élément de précision. Mais donc, moi j'ai eu vent de cette initiative à cause de quelqu'un qui travaille dans Sauvegarde du Mémoire de Liège, un truc comme ça, enfin pour la Maison Rigaud. Et donc, il y avait un poste qui a été fait. Donc, moi, c'est par ce vecteur-là que j'ai pris vent de cette initiative. Mais sinon, je n'ai jamais vu, enfin, je suis liégeoise et je me balade dans la ville. Je n'ai jamais vu une pancarte ou sur un bus ou n'importe quoi. Je trouve ça un peu dommage. Même sur Facebook. Vous n'avez pas vu sur Facebook? Je ne sais plus, mais, mais je l'ai su donc 4 jours avant la fin. Tous les soirs, je passais mes soirées en fait à regarder après les projets. C'était un peu juste. C'était donc vous. C'était donc moi. Oui, j'ai beaucoup voté. Donc j'ai un peu faussé vos statistiques sur les 19. Merci à vous. Par contre, voilà. Donc moi j'ai voté. C'est satisfaisant de voir. Alors, comme vous dites, voilà, le Liégeois a envie de verdure, par exemple. En fait, on a voté, on aimerait bien savoir après ce qui se passe, par exemple. Est-ce qu'il y a un suivi du style, oui, vous êtes pour, vous avez envie de verdure, le Liégeois a clairement envie de verdure, et pas seulement autour de la ville, dans la ville. Et des fois, quand on se balade en ville, on ne rencontre pas forcément, justement, là, ils ont coupé les platanes qu'il y avait le long du Ravel. Quand on fait une place, on la bétonne, et on se dit, mais notre message de verdure, est-ce qu'on le prend en compte? Qu'est-ce qui va être fait, justement, pour répondre à cette attente? Ce serait bien d'avoir un follow-up, en fait. Mais c'est exactement ce qu'on essaye de construire. Maintenant, forcément, ça n'est pas parfait, parce que ça demande, il ne faut pas sous-estimer, et on parlait de l'open data tout à l'heure, mais la réorganisation interne que ça signifie, que pour pouvoir vous apporter cette information la plus complète et en permanence. Hein, en plus, donc ça, je veux dire que nous nous organisons, mais la plateforme est maintenue ouverte.
Et nous allons, en deçà de chaque action prioritaire retenue, les 77, identifier les réalisations concrètes qui permettent de montrer qu'elle est mise en œuvre. Donc, je vous invite à aller sur la plateforme, et je vous invite à suivre régulièrement ceux qui se sont manifestés dans le cadre du vote ou dans le cadre du dépôt de projet vont recevoir des notifications régulièrement. Donc on va faire vivre cette réalité-là, mais nous devons, nous aussi, choisir les bons outils, choisir la bonne méthode, ne pas se tromper. Et nous sommes aussi, comme les startups, même si la ville de Liège est un peu plus âgée que ces 3 startups, en phase de construction de ce point de vue-là. Et il faut que je dise, c'est pour ça que j'ai débuté en disant que je n'ai ici que beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai. Pierre voudrait réagir et je vais compléter cependant la question. Je me dis, donc on parle de participation, on parle de clic, de vote. Est-ce que l'étape d'après, ça ne serait pas faire ensemble du coup? Enfin moi en tout cas c'est mon cheval de bataille, donc forcément j'y pense. Est-ce que l'étape d'après, c'est pas la réalisation? Est-ce qu'on peut parler vraiment de participation citoyenne juste par le vote? Parce que finalement dans la réalisation, on se prive probablement de plein de talents, de plein de possibilités. Et est-ce que donc du coup la question ça serait, est-ce que les 77 actions prioritaires, une fois qu'elles re-rentrent dans le système administratif, est-ce qu'il y a une pensée ou une vision qui serait comment on fait coopérer du coup? Parce que j'ai été ravie d'entendre de votre bouche, Jean-Christophe, que c'était un outil, la technologie, et non pas une finalité, ce qui était la grande peur en fait des informaticiens, des hackers makers qui sont dans mon environnement. Au moment où on commençait à parler des smart cities, on se disait au secours, on va nous faire une ville techno, et c'était pas ce dont on avait envie. Mais du coup, le faire ensemble, est-ce que c'est pas l'étape d'après? Et je ne sais pas si Pierre veut quand même compléter. Moi, c'était un simple détail, mais du quartier de Saint-Léonard, j'ai vu partout la pub Réinventons Liège, donc. Mais non, mais pas pour dire que c'est pas vrai, mais c'est bizarre. Non, c'est bizarre, mais moi je le prends justement en exemple dans la communication info-commune. Mais bon, nous aussi on fait beaucoup de com, mais parfois un citoyen qui nous disent on n'a pas vu Wallonie en poche. Donc voilà. Mais c'est encore un autre débat, ça. C'est comment bien se faire voir. Mais pour ma part, citoyen de Liège, j'ai vraiment vu l'initiative. Bon, voilà. J'ai une réaction ici avant de passer la parole. Bonsoir, Quentin, conseiller communal à Liège. Quelques réflexions, surtout probablement pour M. Peterken et M. Dinverno. Dans ce que moi j'ai entendu sur le côté arriver à marier l'agilité de la start-up ou de la jeune entreprise et le poids, mais aussi la puissance d'une commune, qu'elle soit grande ou petite, c'est quand même une expertise, des moyens à disposition. Plusieurs administrations, on a beaucoup parlé du politique qui se saisit ou qui ne se saisit pas des enjeux numériques, surtout dans le cadre de notions de participation, de communication. Je pense qu'il ne faut pas oublier deux intervenants qui sont importants, à savoir l'administration avec sa puissance de frappe quand même généralement en nombre de personnes, mais parfois aussi avec un certain nombre d'habitudes, non pas de conservatisme, mais parfois de difficulté à se projeter dans le changement. À savoir que le changement, tout le monde sait qu'il est permanent, mais que c'est parfois difficile de s'y coller. Je pense que IMIO a été cité. Il y a aussi des intercommunales ou des services de mutualisation qui doivent eux aussi être convaincus, et ça serait probablement effectivement un processus d'essaimage et de contagion intellectuelle à faire. Deuxièmement, sur les enjeux de démocratie, il y a probablement, et d'open data, probablement deux enjeux qu'il faut un peu séparer. D'une part, l'accessibilité à des données brutes, à savoir qu'on met des données brutes à disposition pour des gens qui sont des professionnels de la matière, pouvoir les transformer, pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, même si ce n'est pas à des fins mercantiles. Et d'autre part, des données déjà prédigérées ou précompilées. À titre d'exemple, moi je citerai le site de l'IWEPS, qui est donc un institut wallon pour la prospective et les statistiques, qui est assez bien fait. C'est un moteur puissant auquel on peut quasiment poser des questions pré-rédigées et qui permet d'arriver à un certain nombre de choses intéressantes. Ça me fait simplement rire parce qu'il y a deux personnes ici qui travaillent, enfin qui ont travaillé en tout cas à l'IWEPS, et donc à mon avis ils sont contents d'entendre, non pas du tout, mais... Je ne connais pas l'IWEPS de l'intérieur et je ne connais personne qui y travaille, à part peut-être tout à l'heure, mais donc comme conseiller communal, j'ai pu trouver là-bas des données sur Liège que je n'arrivais pas à trouver ailleurs, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Dernière chose, en termes d'enjeux démocratiques, effectivement, je pense que Réinventons Liège est vraiment un bel essai. Il y avait déjà eu dans le temps, même s'il a disparu avec le temps, un
un échelonnage de la participation, c'était dans les années 80. Donc vous voyez qu'il y a parfois des allées et des retours de balancier. Réinventons Liège, moi je l'espère, pour les années qui viennent, c'est probablement l'épisode 0 de se dire, ok, c'est un moment de participation. Tout l'enjeu, c'est probablement d'arriver entre la législature communale, c'est la plus longue hein, avec la provinciale, c'est 6 ans, c'est d'arriver à faire vivre la participation, qu'elle soit numérique ou alors dans les quartiers, entre les deux moments. Pas, on a un mandat de 6 ans et puis on se retrouve dans 6 ans, mais continuer à faire vivre ça dans le temps. Mais ça, c'est peut-être encore un modèle à inventer. Donc moi je voulais juste rebondir sur ton intervention, mais aussi sur l'intervention de monsieur qui disait voilà, le politique, même au niveau de la construction de son programme politique, ne prend pas vraiment suffisamment le pouls du citoyen qui a beaucoup de choses à dire et qui, de par la logique de l'intelligence collective, arrive vraiment à inputer tout un ensemble de choses. Alors je voulais te dire que nous, on travaille avec pas mal de partis politiques qui souscrivent à notre offre logicielle pour justement co-construire leur programme politique avec leurs concitoyens, mais également des partis politiques qui eux-mêmes en interne utilisent notre outil pour se restructurer entre partis. Voilà. Et alors, pour revenir aussi sur la remarque de M. Peterken en disant que la participation, il faut faire attention, parce que souvent, dans un premier round, il y a souvent des manifestations de choses qui émergent d'un petit peu partout et qu'il n'est pas facile de canaliser. Et alors, je voulais revenir sur le fait justement que notre outil Mesidel était construit de cette manière-là et que c'est comme ça qu'on l'a réfléchi depuis le départ, c'est-à-dire que ça fonctionne par un système itératif qui permet justement à plusieurs tours d'arriver à quelque chose qui est de plus en plus pondéré, de plus en plus co-construit et de plus en plus consensuel. Voilà. Ok. Je ne sais pas, Henri, si tu as une remarque finale à formuler, le 21h. Je ne sais pas s'il reste des questions dans l'Assemblée. Non. Donc, je pense que le débat est riche voilà. et que tout le monde est très attentif. Donc je crois que c'est un sujet qui est passionnant, certes. J'aurais pas eu ma réponse, mais on peut en parler après, c'est pas grave. J'avais aussi le côté entrepreneur en moi, avait envie de poser la question du modèle économique de chacune des startups, parce que franchement, il y en a certains, je peux imaginer, mais alors il y en a d'autres, ça reste assez obscur. Mais j'imagine que ça, si vous êtes en modèle startup, c'est qu'il doit y avoir un modèle économique derrière. Donc peut-être qu'on pourra tous venir vous poser les questions au drink. Est-ce qu'il est moment de clôturer? Est-ce que Jean-Christophe peut répondre? On en est où On va rester une dernière question, donc vas-y, choisis. Je repose donc la question, le suivi d'une demande à participation comme Réinventons Liège, qu'est-ce qui est imaginé par la ville? Et est-ce que, et ça c'est peut-être plus global, est-ce que faire ensemble pourrait être une étape imaginable? Oui, et 1000 fois oui. Il faut l'organiser tout simplement. Et la décision qui a été prise, c'est de dire Réinventons Liège ne doit pas s'arrêter. Ça doit être le point de départ. Et donc, mais ça passe. On est remonté vers les comités de quartier qui avaient formulé des propositions pour les identifier, les projets qu'ils avaient déposés pour voir avec eux comment les réaliser concrètement dans les quartiers. On va continuer à s'inspirer d'exemples de villes étrangères pour pouvoir les implémenter chez nous, et c'est très important. On laisse la plateforme ouverte pour pouvoir continuer à échanger. Donc oui, il faut que ça démarre. On va juste attendre le mois d'octobre et puis alors ça va redémarrer. Je terminerai peut-être en disant que peut-être Civic Tech mériterait d'avoir le même slogan que Café Numérique, ce serait les technologies et la convivialité. Finalement, il ne faudrait pas perdre de sens, perdre de vue le sens social que tout ça peut avoir. Et on peut peut-être maintenant passer à la convivialité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était donc le mot de la fin. Je vous rappelle, il y aura une deuxième soirée Civic Tech, ce sera de mémoire le 12 octobre, donc ce sera juste vraiment quelques jours avant les élections. Ce sera dans un cadre un peu plus large qu'un simple café numérique, il y aura des choses avant. Autre chose, c'est le prochain Café Numérique Liège, normalement de mémoire, Jérém, tu me contrediras ou pas, ça doit être prévu le 23 mai. À voir encore au niveau du contenu. Donc suivez-nous sur Facebook, Twitter, abonnez-vous à notre newsletter. Et puis simplement, merci à tous d'avoir participé ce soir. On se retrouve d'ici fin mai. Merci, bonsoir.